Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'audition des opinions concernant la tour 6 du Square Children. La séance se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. The session will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Nicole Brodeur, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Isabelle Beaulieu, m'a confié la présidence de cette commission, qui est également complétée par ma collègue Marie-Claude Massicotte. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Mme Élise Naud, qui est la secrétaire de la commission. Au nom de mes collègues et de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de la consultation. 2 regroupements et un citoyen ont manifesté le désir de présenter oralement un mémoire devant la commission ce soir. Les opinions présentées s'ajoutent aux autres interventions soumises par écrit, de même qu'aux opinions exprimées directement sur la page web de la consultation. Je rappelle par ailleurs que toute la documentation est disponible en tout temps sur le site web de l'Office à la page de la consultation. Alors, voyons maintenant ce qui en est du déroulement de la soirée. Chaque intervenant disposera d'une période de 10 minutes pour exposer son opinion, après quoi la commission prendra 10 minutes pour échanger avec celui-ci ou celle-ci. Une fois la séance d'audition des opinions terminée, les archives vidéo et audio des échanges avec les commissaires, ainsi que les transcriptions écrites, seront mises en ligne dans les meilleurs délais sur le site web de l'OCPM. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de l'arrondissement de Ville-Marie pourront user de leur droit de rectification, soit immédiatement à la fin de la séance de ce soir, ou encore dans les 48 heures suivant l'envoi des fichiers vidéo des présentations. Dans ce dernier cas, là où les rectifications seront écrites et rendues disponibles sur le site de l'Office à la page de la consultation. Enfin, comme vous le savez déjà, la Commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Les propos malveillants ou les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux ou encore à la réputation des personnes ne seront pas acceptées. À la suite de la séance de ce soir, la Commission procédera à l'analyse des opinions et de l'information qui lui a été soumise, en fera rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'Office soumettra le rapport aux élus. Celui-ci sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent effectivement aux élus. Alors, j'inviterai dans un premier temps Madame Maryse Chapdelaine de la table de quartier Peter McGill à prendre la parole. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, vous avez des documents, oui. Donc, bonsoir. Oui, merci juste avant, je vous rappelle, comme convenu, là, vous le savez sans doute parce que vous êtes venu à l'Office, faire des présentations. Vous avez d'une dizaine de minutes là, pour exposer votre opinion. Puis ensuite, on échangera avec vous durant 10 autres minutes. Alors, on vous écoute. Merci. Je voulais juste seulement commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez là, de pouvoir nous exprimer sur cette consultation. Donc, pour l'information du commun des mortels, la table de quartier Peter McGill travaille à améliorer la qualité de vie au centre-ville en développant des initiatives et des projets pour les populations vulnérables et en se préoccupant de l'aménagement du territoire. On regroupe 225 membres, dont plus de la moitié sont des résidents du quartier et l'autre sont des organismes, des institutions qui œuvrent dans Peter McGill. Donc, c'est important également de rappeler l'historique et le contexte dans lequel se tient cette consultation. En effet, puisque le projet de logement social qui était prévu précédemment sur le site du Children n'a pu être complété comme le souhaitait la communauté et l'arrondissement, le milieu est mis devant un choix déchirant. Tout d'abord, la vente par le gouvernement provincial d'un site public à des intérêts privés, à un coût moindre que la valeur foncière, représente une perte non seulement pour les Québécois et les Québécoises, mais une immense déception pour le quartier qui s'était mobilisé pour proposer un projet qui répondrait à leurs besoins, comme le village santé. Cette vente est d'autant plus décevante que la Ville n'avait aucune planification de développement pour ce site, alors qu'elle savait pertinemment que les services hospitaliers seraient déménagés.
Le manque de planification de la Ville et le court délai entre le dépôt du rapport de l'OCPM et l'adoption du règlement en 2017, je vous rappelle, a enlevé toute capacité de négociation de la Ville qui aurait pu y voir le moyen d'inclure obligatoirement des équipements collectifs par des ententes contraignantes. En 2017, à la suite de la consultation de l'OCPM pour la requalification de l'ensemble du site, le maire Denis Coderre annonçait publiquement qu'un projet de logements sociaux pour les familles verrait le jour sur le Square Children. Un projet non seulement nécessaire, mais longtemps espéré par la communauté. Ce projet de logement social était une des 3 demandes de la communauté pour rendre acceptable ce vaste développement comprenant 1200 unités de logements privés. Les demandes de la communauté incluaient également la construction d'une école sur le site ainsi qu'un centre communautaire. Ces demandes ont toutes été reprises par l'OCPM à l'époque dans son rapport et celle-ci allait encore plus loin en recommandant également l'abolition d'une des tours de 5 étages, d'une des tours de logements privés. Je vous ai amené ici des petits graphiques, en fait, pour que vous compreniez également le contexte de notre quartier. Donc, quand on parle de Peter McGill, c'est l'ouest de l'arrondissement Ville-Marie, pour ceux et celles à la maison qui ne sauraient peut-être pas. Puis, je vous montre ici des petits graphiques là, qui représentent bien la construction effrénée là, de logements dans notre quartier. Par contre, on voit ici là, les projets de logements sociaux qui ont été livrés depuis 2013, donc aucun. Les projets de logements sociaux en développement. Là, ce que vous voyez, c'est l'hôpital Children, qui n'est pas en développement. La coop de la Montagne Verte, qui finalement ne sera pas une coop. C'est un projet qui a été transféré à l'OMHM et présentement, il ne se passe absolument rien. Puis il y a la coop de la Montagne Verte là, qui est en construction présentement après 14 années de travail. Donc, vous constatez là, que le logement social dans notre quartier, c'est un besoin, un manque et une demande qui a été faite depuis des années. Puis, les seuls logements sociaux qu'on a dans notre quartier, donc, sont des habitations pour les personnes âgées, en fait. Donc, sinon, il n'y a pas de logement social pour les familles dans notre quartier. Donc, 2 années après le rapport de l'OCPM, nous apprenions en 2019 que le promoteur iRise Montreal souhaitait se prévaloir de la possibilité de faire une compensation financière plutôt que de réaliser le projet clé en main de logements sociaux. Dans un contexte de crise de logement de plus en plus aiguë, exacerbé par la pandémie, il apparaît indécent pour la table de quartier Peter McGill que plus de condos de luxe soient construits sur un site qui fut vendu à perte par le gouvernement provincial. Je vous mentionne également que 41% de la population dans Peter McGill vit sous le seuil de faible revenu, puis que 62% des ménages ont un taux d'effort de plus de 30%. Non seulement le projet d'école primaire n'a pu se réaliser, mais le centre SANAC, qui est le centre communautaire, va coûter une fortune aux contribuables parce que la Ville n'est pas propriétaire de l'espace, mais bien locataire et à grands frais de surcroît. On est bien heureux de ce centre qui soit inclus dans le projet, mais on déplore quand même que la Ville ait à payer un fort prix pour l'obtenir. Depuis des années, le quartier Peter McGill se développe selon les désirs des promoteurs privés au détriment de la communauté qui pourtant répète les mêmes demandes depuis des décennies. Dans notre quartier, là, tantôt, je vous mentionnais, nous, c'est 2 de logement social pour 40 de la population de l'arrondissement. Le projet de logement social était au cœur de l'acceptabilité sociale de la requalification, conjugué à la présence du centre communautaire où les 2 éléments auraient été en symbiose. Considérant l'incapacité pour le promoteur et la Ville de Montréal de s'entendre pour la réalisation du projet de logements sociaux pour les familles, qui était, encore une fois, je le répète, l'élément central de l'acceptabilité du projet, la table de quartier recommande de diminuer la hauteur de construction permise de 20 à 4 étages. On recommande également que le règlement 16082 ne permette pas un autre usage que celui qui est déjà inscrit au règlement de zonage, soit un usage institutionnel. Donc, qu'on skippe le M7C et qu'on revienne à la base. La table de quartier pourrait appuyer l'implantation d'une tour de 20 étages si, et seulement si, l'arrondissement peut garantir par une cession de terrain de la part du propriétaire au profit de l'OMHM ou par la signature d'un accord de développement définitif et contraignant qu'un projet de logements sociaux pour les familles, c'est très important également, se reconstruit sur le site. De plus, considérant que le projet de logements sociaux du Children est le seul sur 145 projets entre 2005 et 2021 à ne pas s'être concrétisé, nous recommandons également qu'une enquête publique soit réalisée afin de déterminer les raisons de cet échec et éviter un désastre similaire. Si la Ville de Montréal a un si bon taux de réussite de ses projets d'inclusion, qu'est-ce qui explique la non-concrétisation de celui-ci?
savons que ce dossier se trouve présentement devant les tribunaux, mais nous croyons tout de même à la nécessité d'une enquête réalisée au moment opportun par les autorités compétentes. C'est tout. Alors, je vous remercie, Madame Chapdelaine. On va commencer par une première question de ma collègue, Madame Massicotte. Oui, merci beaucoup. On voulait avoir un petit peu plus de détails. Vous mentionnez le village santé. Pouvez-vous nous dire c'était quoi le projet au départ? Oui, ce qui avait été réfléchi par la communauté, autant les acteurs organisationnels que la CSDM, que le CLSC, des organisateurs communautaires étaient là. En fait, c'était de regrouper plusieurs services. Donc, il y avait des services de santé mentale, une CPE, évidemment, il y avait l'importance de l'école, des services de santé là, généraux, comme par exemple un annexe au CLSC qui est très utilisé dans notre quartier, des services spécialisés aussi pour répondre aux personnes en situation d'itinérance puis aux populations autochtones. Donc, c'était vraiment d'avoir une espèce de continuum de services en santé globale, si on veut, ou en santé communautaire dans cet espace-là. Je pourrais fournir à la commission ultérieurement, là, si vous le désirez, il y a même des nombres de pieds carrés là, qui avaient été proposés pour chacun des services. Ça avait été présenté au ministère de la Santé, qui ne souhaitait pas mettre de l'avant ce genre de projet-là, mais ça aurait très bien pu être offert à la communauté. Merci. Ad hoc, cette documentation-là avait dû être versée à la commission de 2017 de l'ECPM. Je n'ai pas souvenir. On a Okay. un mémoire qui a été déposé en 2017, clairement, qui faisait mention du projet de village santé. Par contre, je l'avoue, je ne sais pas si ce document-là comme tel, mais je pourrais facilement le verser. OK. Merci. Je m'excuse. Allez-y. Ça va. Poursuivre dans les questions, Nicole? Oui, j'aurais peut-être une deuxième question. En relation avec votre deuxième recommandation, où vous dites que la table de quartier Peter McGill appuierait l'implantation d'une tour de 20 étages si et seulement si l'arrondissement peut garantir par une cession de terrain de la part du propriétaire au profit de l'Office d'habitation de Montréal. Quand vous dites une cession de terrain, est-ce que c'est le terrain actuel ou bien non, si c'est un autre terrain que vous aviez en tête? J'avoue que je n'ai pas précisé. Non, je parle de ce terrain-là. Ce terrain-là, hein? OK. C'est parce que la façon dont c'était formulé. L'autre question en relation avec la même recommandation, vous parlez aussi d'un accord de développement définitif et contraignant qu'un projet de logements sociaux pour les familles serait construit sur le site. Alors, et ça, c'est dans la perspective d'une vingtaine d'étages, comme ce qui était prévu. Effectivement. OK, c'est bien. Alors, c'est clair pour moi. Je vais peut-être poursuivre aussi. Juste en amont de ça, vous avez mentionné que recommande de diminuer la hauteur de construction permissive de 20 à 4 étages. De plus, la table recommande également que le règlement 16082 ne permette pas un autre usage que celui inscrit au règlement de zonage, soit un usage institutionnel. Et qu'est-ce que vous voyez comme descriptif de institutionnel? C'est quoi pour vous? Bien, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'école primaire dans notre quartier. Il y a eu des annonces gouvernementales. Par contre, les projets avancent pas très vite. Puis malgré le fait que c'est 2 projets annoncés, il y en a un qui est même peut-être tabletté, de ce qu'on sait. Donc, pour nous, là, c'est important que le quartier puisse répondre aux besoins scolaires des jeunes. Donc, ça prend 2 écoles dans notre quartier. Donc, on pourrait très bien envisager là, la possibilité d'avoir une école primaire sur ce site-là. Déjà, ça pourrait être intéressant que ça soit à proximité du centre SANAC, du centre culturel et communautaire intégré. Donc, nous, c'était vraiment dans l'optique, comme je l'ai mentionné, c'est de ne pas ajouter l'insulte à l'injure en disant qu'il va y avoir encore plus de condos privés ou même des maisons de ville de luxe sur ce site-là. Donc, on veut revenir à un usage institutionnel si on ne peut pas avoir de logements sociaux sur ce site-là. Est-ce que... veux-tu continuer? Est-ce que aviez-vous envisagé aussi autre chose qu'une école?
En fait, c'était vraiment plus dans l'optique d'institutionnel. On sait que ça servirait la communauté, ou du moins que ça serait comme une propriété, on va dire, dans le domaine public. Oui. La communauté n'était pas tranchée sur est-ce que ça doit être un nouveau CLSC, une clinique santé, une école. Oui. C'était plus qu'on voulait, du moins, une infrastructure publique communautaire, donc on y allait dans l'institutionnel. OK. Donc, puis à partir de ce que vous nous dites, vous avez, ça pourrait être dans le domaine éducatif avec une école primaire ou dans le domaine de la santé, services sociaux. Ça pourrait être des services en santé mentale pour le quartier, ça pourrait être bien des choses. Oui. Au lieu de l'usage actuel oui, effectivement, okay, parce que le règlement permettait un usage mixte. Donc. Oui. Parfait. D'autres questions? Je crois pas. Non, moi, ça alors, votre mémoire était quand même assez claire. Alors, on vous remercie beaucoup de votre présentation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mme Merci. L'autre intervenant prévu était M. Ajali, sauf qu'on lui avait indiqué que c'était vers 19h30. Je me demandais si M. Michaud d'Habiter Ville-Marie est ici, effectivement. Bonsoir. Bonsoir, M. Michaud. Alors, on vous écoute? Oui, bien, malheureusement, j'ai pas eu le temps de... ça va? Oui, j'allais vous demander si vous aviez... Ce que j'ai compris, c'est que vous allez aller directement, puis il n'y a pas de PowerPoint ou rien non, de ça. C'est parfait. Ça, effectivement. Très bien. J'ai pas eu le temps d'en préparer. Oui. Je voudrais, par contre, mentionner qu'on va apporter la version du mémoire qu'on vous a envoyé va être amendée. Oui. On va modifier certaines pages, les pages 7, 9, 11, 12, 13, puis les recommandations 6, 7, 8. Donc, on va vous envoyer une version amendée, j'imagine, sans doute jeudi. Parfait. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, sans faute. Hein. OK. Est-ce que je dois déduire de ce que vous nous précisez que les recommandations, on n'a pas à tenir compte ce soir là, des recommandations 6, 7, 8? C'est ça, on va les modifier. Elles vont être modifiées. Oui. Parfait. Alors, voilà. Allez-y. C'est ça. Je ne sais pas. Dans le fond, c'est ça. Juste mentionner qu'il y a des besoins en logements sociaux importants dans le secteur. Puis, ça fait très longtemps qu'on fait des représentations à l'effet de convaincre la Ville de réaliser des projets pour répondre à ces besoins-là. Et que systématiquement, la Ville a toujours, dans le quartier, sur tous les projets privés, il n'y a jamais eu aucun projet d'inclusion, même sur des projets auparavant qui étaient sur des sites institutionnels, donc qu'on pouvait qualifier de public. Il n'y a jamais eu aucune inclusion de logement. Pourtant, il s'est réalisé, je n'ai pas les derniers chiffres, mais il s'est réalisé certainement près d'une dizaine de milliers de logements dans le secteur, sinon plus. En fait, c'est ça, j'ai fait une demande à la Ville, mais je n'ai pas obtenu. On m'a dit que j'aurais mes chiffres plus tard. Mais c'est une demande qu'on aurait aimé faire, en fait, qu'on a oublié de poser lors de la séance d'information. Combien d'unités s'étaient réalisées au total, là, qui avaient été mises en chantier dans l'arrondissement, mais c'est plusieurs milliers d'unités. Et sans inclusion de logement social. Le seul projet, comme Maryse l'a mentionné avant moi, qu'on a réussi à réaliser, c'est la coop de la Montagne Verte, qui est sur un site municipal et qui a pris près de 16 ans à se réaliser. Et à chaque fois qu'on revenait en consultation publique, on se faisait toujours dire « Ah, mais il y a le projet de la Montagne Verte. Il y a la coop qui s'en vient. » Donc, dans ce contexte-là, bien, on trouve que le projet, le fiasco, en fait, sur le site de l'Hôpital de Montréal pour enfants, le fait que, malgré les engagements de tous autant de la Ville que du promoteur, ça ne se concrétise pas.
selon nous, il y a un problème majeur avec ça. Les ententes qui ont été prises et qui semblent permettre, en tout cas à la lumière de ce qu'on a pu voir, parce que l'entente a finalement été produite là, sur le site de l'OCPM dans les dernières semaines. Oui. En l'analysant, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait une possibilité pour le promoteur de payer une compensation financière si certaines conditions n'étaient pas réalisées. Et pour nous, cette condition-là, cette option-là n'aurait jamais dû être dans une lettre d'engagement, n'aurait jamais dû être permise par la Ville. On a produit lors de la séance de questions une entente entre Radio-Canada et les promoteurs du site de Radio-Canada qui conclut à peu près à la même époque la lettre d'engagement sur le site du Children. Et là, il y avait deux options claires. C'était la livraison d'un projet clé en main ou une cession de terrain. On nous dit que la cession de terrain n'était pas possible à cause de la présence d'un stationnement souterrain. On estime cependant qu'il y aurait pu avoir tout simplement des conditions qui auraient fait en sorte que l'émission des permis de construction des tours privées n'aurait pas été possible sans la réalisation du projet de logement social qui était de toute façon prévu dès le départ du projet, selon ce que M. Goulet avait annoncé là, lors de la consultation en février 2017. Donc, essentiellement, compte tenu de tout ça, et du fait que la lumière n'a pas été faite sur les raisons qui expliquent en fait la non-réalisation de ce projet-là, bien, on demande, on est d'accord avec l'arrondissement à l'effet que les hauteurs soient diminuées sur le site. On demande aussi que, comme la table de quartier Peter McGill, que l'usage du site soit modifié et qu'on passe à de l'institutionnel uniquement, comme c'était le cas avant l'adoption du règlement de 2017. On demande que l'Office, dorénavant, dans le cadre d'analyse de projets concernant des projets privés, bien, s'assure, parce que on a mentionné aussi que c'était pas très clair l'identité des promoteurs responsables et des propriétaires du site à l'époque n'était pas apparue clairement. Et on souhaiterait qu'à l'avenir, le CPM s'assure dans les consultations publiques, lors des rencontres préparatoires, que l'identité des propriétaires de sites et des promoteurs soit rendue publique auprès de la population. Également, qu'une enquête publique soit menée afin de faire la lumière sur les lacunes ou irrégularités dans le traitement administratif et le processus décisionnel ayant mené à l'autorisation du projet. Que la Ville signe systématiquement des accords de développement avec tous les promoteurs de grands sites où est planifiée la réalisation de logements sociaux, dans lequel les conditions associées à la production de logements sociaux soient énoncées. Que la Ville prenne tous les moyens à sa disposition afin de faire en sorte que iRise Montréal, qui s'était engagé en 2017 à construire un projet de logement social sur le site de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants, réalise son engagement à cet effet. Et que la Ville procède à l'expropriation de la portion de terrain où était prévue la réalisation du projet si jamais le projet ne se réalise pas. Finalement, que le règlement puisse être modifié ultérieurement dans le cas d'un futur projet de logement social et finalement que le règlement sur une métropole mixte ne s'applique pas aux sites publics, tant fédéraux, provinciaux que municipaux, et que l'utilisation de ces sites soit consacrée à 100% pour des projets de logement social. Donc, ça fait le tour de nos de vos recommandations. Ça va.
C'est terminé pour vous? Oui. Oui. Alors, on aurait quelques questions. On va exclure, effectivement, on avait des questions sur les recommandations que vous allez modifier. Alors, on ne vous posera pas de questions là-dessus. Une première concernant la recommandation, votre première recommandation, là, que la diminution, ou vous recommandez de diminuer qu'on associe plutôt à la diminution de hauteur qui est prévue pour la tour 6, d'un retour à l'usage institutionnel. Au fond, notre question rejoint un peu celle qui a été posée à votre collègue de la table de quartier, Peter McGill. Qu'est-ce que vous envisagez comme usage institutionnel sur l'emplacement en question? J'aurais à peu près la même réponse, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement qu'il y a un grand besoin d'écoles publiques dans le quartier. Oui. Également, une clinique de santé publique pourrait être intéressante aussi. Oui. Mais c'est sûr que nous, au départ, on considère que cet emplacement-là, et on préconise que cet emplacement-là permette la réalisation du projet initial, qui était le projet de la tour de logement social. Oui. Donc, en priorité du logement social et ensuite des usages... Mais on estime que, dans le fond, on estime que le règlement de 2017 a accordé une valorisation très importante du terrain. Quand on modifie un usage, comme on l'a fait à ce moment-là, un site qui était zoné institutionnel, puis qui avait une densité, on a accordé une valorisation très importante aux propriétaires du site à l'époque. Et, compte tenu que l'engagement du promoteur ne se réalise pas, on estime qu'il faut revenir à la situation antérieure. Antérieure, c'est parfait. Alors, ça va. Est-ce que peux-tu y aller avec une question? Sur la recommandation 9, vous la décrivez comme le règlement puisse être modifié ultérieurement dans le cas d'un futur projet de logement social. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur cette recommandation-là, l'expliquer un peu? Dans le fond, c'est que nous, ce qu'on souhaite, dans le meilleur des mondes, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une entente qui se conclue finalement entre la ville et le promoteur et que le projet de logement social se réalise. Si ce n'est pas le cas, et à ce moment-là, on souhaite que, comme je le mentionnais, que les paramètres réglementaires pour cette portion-là du site soient ramenés aux paramètres antérieurs pour diminuer la valeur. Et par la suite, qu'on procède, comme on le mentionne dans les autres recommandations. D'autres questions? Écoutez, je pense que ça fait compte tenu du fait qu'il y a des recommandations là, que vous avez proposé de mettre de côté, je pense que ça fait le tour des questions qu'on avait. Alors, on vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, merci, M. Michaud. J'inviterai maintenant M. Ajali. M. Ajali, on est un peu en avance sur... vous aurez compris qu'on est un peu en avance sur notre horaire. Alors, on a passé M. Michaud d'Habiter Ville-Marie est venu nous présenter son mémoire. Et vous voilà tout de suite. Alors, on vous écoute. Okay. You got my brief, did you? Fine, we read it. Yeah, and, okay, so it's just a small brief, and I think I'll just read it, and so people here can hear it at least, and maybe you have a few questions afterwards. Okay, so I start by saying I'm a resident of the Peter McGill City Electoral District in the western downtown of Montreal. My chief priority regarding the rezoning of the Tower 6 site is the great necessity for building more social housing in Peter McGill District. According to a professional study done for the Peter McGill Community Council, based on the 2016 census, 41.3% of Peter McGill residents, that is to say 14,781 persons, are below the federally defined low-income line. We would say, colloquially, they're poor,
while rents of $1,171 monthly on average are among the highest in the city. So as a result, 61.9%, 62%, let's say, of renters spend more than 30% of their income on rent, which is usually thought to be a bit excessive. And finally, there is very little social housing in this district and virtually none for families. So hence the great need for much more social housing in Peter McGill District. Okay, so given these facts, I'm against the proposed rezoning of the Tower 6 site from 20 to 4 stories. First, because it is presented by the city, it was presented here by the city, not as a means to pressure the developer to build a 20-story tower, in return of social housing on this site, but rather for environmental reasons that clearly presuppose there will not be any 20-story tower of social housing on this site. My second reason for opposing this rezoning is that it amounts to expropriating most of the real estate value of the Tower 6 site, without giving the developer who owns this site any compensation for this loss of value. As a result, the developer is suing the city for $20 million. This is according to an article in Le Devoir, April 13, 2022, by Jean Corriveau, a suit he has a good basis for winning, which loss of money the city could otherwise use to build or support social housing. A CBC News report dated May 6, 2021 by Kate McKenna indicates that the chief reason that the developer, High Rise Montreal, could not agree with the city on the terms of building the 20-story tower of social housing is that the developer believed that such a tower satisfying the standards of social housing would cost at least $40 million to build, whereas the city was able to offer the developer only $34.5 million. Therefore, one way of resolving this difference, assuming the developer still wants to build social housing on this site, which he claims to in this news report, is for the city and the developer to request the appointment of an impartial and expert arbitrator to determine a fair price for building this social housing, which price both the city and developer undertake to accept. For the city, this is better than having to pay the developer $20 million, assuming he wins his suit, and having no social housing on this site. And for the developer, it's better than being left with a site on which he can build only a 4-story building. So what I'm asking the OCPM commissioners is to recommend such a means of creating a solution to this problem. Finally, one lesson I would draw from the Tower 6 story is the necessity in the future for the city to make only definite and legally binding agreements with developers to build social housing. And by that I mean definite as to the terms of the building, including its price, and legally binding on the developer to build this housing on these agreed terms. This wasn't true of this case here, and that's why it fell through. So in closing, I wish to thank the OCPM and the commissioners for this chance to present my views on this issue and to express the hope that the commissioners will seriously consider what I have to say about it. That's it. Thank you very much. Thank you very much. Your brief is, and your recommendation is quite clear. I would just like to ask you, what you're recommending is that the city and the developer appoint an arbitrator or sort of mediator to determine a price for building the social housing. My colleague and I, when we read your thought, it was an interesting suggestion. Do you have examples of such appointments in recent years? No? Quite honestly, I'm not an expert in this area. No, but I think we probably have, maybe we thought that you had an example in mind of such a... No, I'm sorry, I don't. I mean, the idea came to my mind. There is actually, as far as I know, there is a service of the government of Quebec for such disputes. I don't know too much about it, but I know it exists, and it could be called upon to settle this issue. But the reason why it came into my mind is the nature of this difference. If this new CBC News article is correct, it really seems to be a difference of money. I mean, the developer recognizes that social housing has certain standards that have to be met. It's just that he thinks it costs a certain amount. He's not a philanthropist. He's a commercial developer, and the city just wasn't willing to give him that. Difference of $5.5 million. Well, perhaps this is the best way to settle it. He says in the article, in the CBC article, he says he's still interested in building social housing. In fact, he goes so far as to say, I
I don't really believe it. He says, I'd build it for free if Mayor Plant wasn't in office. Well, she is in office. But anyhow, it's whatever, he's probably exaggerating. It seems that he could be interested still in building it. He said he recognizes a need for it socially. So if that's true, then this is perhaps one way of approaching the problem. That's an opening. As-tu une question à poser? Je pense comme je vous disais, votre présentation était, puis votre mémoire était aussi très claire. Il me reste à vous remercier et puis de... That's it? Oui, that's no it. more questions? No. No, okay. It's okay. Thank you very much for Thank this you. chance to present Yeah. my views. Monsieur McDonald, pas de nouvelles? Il y avait quelqu'un du comité Milton Park qui nous avait indiqué que peut-être viendrait présenter, cette personne-là possiblement nous présenterait une opinion, mais je pense que peut-être que ça arrivera par d'autres voies. Alors, donc, c'est une courte soirée d'opinion, ce qui enlève surtout pas de valeur à ceux et celles d'entre vous qui sont venus nous présenter un mémoire. Je voudrais demander à l'arrondissement s'il désire se prévaloir de son droit de rectification. Non? Alors, ma collègue Marie-Claude Massicotte et moi-même tenons donc à vous remercier chaleureusement d'être intervenus ce soir et de même aussi que les personnes qui ont fait connaître leur opinion à la commission, soit en envoyant un texte ou encore en intervenant directement en répondant directement aux questions qui apparaissent sur le site de l'ECPM pour cette commission. Je veux remercier aussi toutes les personnes, notamment celles qui sont à l'arrière de cette salle, là, qui ont soutenu techniquement les travaux de la commission, de même que tout le personnel de l'Office. Thank you for your participation. Have a nice evening. Merci de votre participation. Bonne soirée.